Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo de ma série sur les sagas. J'aurais aimé vous la poster dimanche dernier mais je n'ai pas pu parce que en fait je refilme cette vidéo aujourd'hui. Je l'avais filmée beaucoup trop tardivement et ça m'a pris tellement de temps qu'il a commencé à faire nuit et la qualité de vidéo était vraiment pas terrible. Bref, c'est pas le sujet. Aujourd'hui on va parler de mes sagas en cours, donc toutes les sagas dont je n'ai pas lu tous les tomes encore et dont certains d'entre eux sont déjà sortis bien sûr parce que sinon ce sont les sagas dans lesquelles je suis à jour et ça c'est le sujet d'une autre vidéo. Mais avant de commencer cette vidéo, je voulais vous présenter rapidement quelques nouveautés de ma boutique, puisque si vous ne le savez pas, je tiens une boutique en ligne de bougies et de papeterie artisanale, donc que des choses que je fais de mes petites mains. Pour la papeterie, une partie des illustrations sont faites par mon mari et je dessine une autre partie d'entre elles. Et le week-end dernier, j'ai sorti 2 nouvelles collections de papeterie et j'avais envie de vous les présenter aujourd'hui, tout simplement parce que je vous en parle assez peu sur YouTube et vous êtes très nombreux à me dire que vous n'êtes pas forcément au courant que j'ai une boutique en ligne et c'est quand même une grosse part de mon travail, donc je pense que ça peut être intéressant de vous en parler. En général, je vous en parle surtout dans les vidéos de journaling parce que c'est là que ça s'y prête plus et vous avez toute une playlist autour du journaling d'ailleurs sur ma chaîne, mais c'est vrai que dernièrement je ne fais pas beaucoup de vidéos de journaling parce que je suis en retard dans mon reading journal. J'aimerais beaucoup rattraper ça mais ça va me prendre un temps fou, donc voilà, je vous présente tout ça et ensuite on passera au sujet de la vidéo. Si jamais ça ne vous intéresse pas, je vous mets le timecode pour sauter la vidéo et aller un petit peu plus loin pour entendre parler de livres et non pas de papeterie. Comme je vous le disais, j'ai sorti 2 nouvelles collections de papeterie et je vous les présente tout de suite. Tout d'abord, on a une grande collection autour des envois postaux, c'est peut-être la plus grande collection de papeterie que j'ai proposée jusqu'ici. C'est une collection que j'ai entièrement illustrée et dont je suis extrêmement fière parce que à force de dessiner pour la boutique, eh bien je trouve que je commence à dessiner de mieux en mieux et vraiment j'aime trop ce que j'ai fait ici et j'espère que ça vous plaît aussi. On commence tout d'abord avec une grande planche de stickers disponible sur papier mat et papier semi-transparent parce que j'adore le fait d'avoir plusieurs types de finis sur les stickers. Et puisqu'on parle d'envoi postaux, ça me semblait essentiel de vous proposer une planche de stickers avec des timbres, pareil sur 2 types de papier histoire de varier les plaisirs. Depuis quelques mois, en plus de stickers, je propose également des sets de papier sur ma boutique et c'est le cas de celui-ci également, un format A5 de 12 feuilles recto verso que vous allez pouvoir retrouver. Elles ne sont pas toutes comme la première, bien sûr, elles sont assorties aux couleurs de la collection et vous en avez 6 recto verso en double exemplaire du coup dans ce set. Pour aller avec ceci, j'ai également fait un set de cadres et encarts que vous allez pouvoir retrouver dans une petite enveloppe Clairefontaine. J'aime trop ces enveloppes et à chaque fois je propose mes sets dedans parce que je les trouve très pratiques. Vous pouvez notamment les coller directement dans votre carnet de lecture pour vous en servir comme pochette de rangement, c'est pour ça que je ne la ferme pas. Et dedans, vous allez trouver plein de cadres et encarts autour de cette collection. Celui-ci c'est le plus grand d'entre eux, je l'adore, je le trouve trop mignon. En plus des versions cadres, vous avez aussi des versions encarts cette fois-ci qui sont pleines pour écrire des petites choses, c'est vraiment sympa. Et puisqu'on est sur une collection d'envois postaux, je vous ai fait aussi des petits timbres, ils sont trop mignons, je les aime trop. Alors pour le coup, ces sets de cadres et encarts ne sont pas autocollants, mais j'aime trop le fini de ce papier qui est un peu texturé et qui apporte de la diversité, surtout si vous faites des assemblages style scrapbooking dans vos carnets. Et puisque vous me connaissez surtout pour la lecture, récemment j'ai commencé à proposer sur la boutique des marque-pages, mais pas n'importe lesquels, des marque-pages magnétiques et vous allez trouver dans cette collection celui-ci que je trouve trop mignon et qui est du coup recto verso, un petit peu différent d'un côté et de l'autre et vous pouvez l'utiliser dans le sens que vous souhaitez bien sûr. Ce sont des marque-pages magnétiques comme ceci, tout simplement. Vous allez passer autour de la page à laquelle vous êtes arrivé et ils se clipent ensuite pour ne maintenir votre page qu'importe ce que vous faites avec votre livre et c'est quand même super pratique je trouve. Mais pour proposer aussi une alternative un peu plus petit prix et aussi quelque chose qui me plaisait trop, et ben je propose aussi maintenant des marque-pages classiques. Cette fois-ci ils sont sur papier de 400 grammes par mètre carré, donc ce qui fait que c'est un dossier très épais, presque cartonné. Du coup ça vous permet d'avoir des marque-pages qui sont rigides et qui vont durer dans le temps, donc j'espère sincèrement que ça vous plaira. Et ils sont donc recto verso avec des couleurs pratiquement unies à l'arrière dans le même style que le set de papier. Voilà donc pour cette première collection, mais il y en a une deuxième, cette fois-ci dans un genre complètement différent. Elle est illustrée par mon mari et il nous a fait une collection dans un thème fantasy médiéval qui est juste magnifique. Comme toujours, les collections commencent sur une planche de stickers avec celle-ci qui est juste magnifique et qui existe pareil sur 2 types de papier. Récemment, depuis la collection autour des pirates, mon mari a décidé de faire aussi des scénettes, c'est quelque chose qui lui plaît énormément et que je trouve tellement beau. Donc pour aller avec la collection, on a celle-ci qui présente plusieurs scénettes de fantasy et je trouve qu'elles illustrent vraiment bien ce que l'on peut retrouver dans nos lectures. Bref, je l'aime énormément et j'espère qu'elle vous plaira aussi. Et par contre, elle n'existe que sur papier opaque parce qu'en semi-transparent, ça ne rend pas justice au dessin. Et cette planche a aussi été détournée en marque-page que vous allez pouvoir retrouver sous 2 formats. Un trio de marque-pages recto verso, ils sont différents d'un côté et de l'autre, qui vous permettra de les utiliser pour des formats poche surtout, mais aussi ces mêmes marque-pages en grand format cette fois-ci si jamais vous préférez lire des brochets ou des reliés. Voilà donc pour ces 2 nouvelles collections sur la boutique. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est quelque chose qui vous plaît, le fait que je vous les présente ici sur YouTube ou pas, parce que c'est vrai que je vous en parle toujours que sur Instagram lorsque je sors des nouvelles collections, mais je pense que ça pourrait aussi beaucoup vous plaire ici et je sais que tout le monde ne me suit pas là-bas. J'espère sincèrement qu'elles vous plairont, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et si jamais vous voulez craquer, vous avez aussi le lien de ma boutique dans la description. Il est maintenant temps que je vous parle de livres et je vais vous présenter du coup toutes mes sagas en cours. On va commencer avec du contemporain et contrairement à tout ce qui était saga terminée, j'ai
très peu de sagas contemporains en cours, mais beaucoup d'imaginaire par contre. Par contre, j'ai genre énormément de livres à vous présenter, du coup je vais essayer de passer rapidement sur chacun d'entre eux. Mon avis ne sera peut-être pas des plus détaillés, mais au moins vous verrez où j'en suis et globalement mon ressenti sur ce que j'ai pu lire de la saga pour le moment. J'espère sincèrement que ça ne vous dérangera pas, mais je le sens pas du tout de proposer une vidéo qui fait plus de 2 heures. Tout d'abord en contemporain Young Adult, j'ai une saga en cours, il s'agit de Ash is Falling for the Sky de Neil Gorman et Mathieu Guibé, publié chez Albin Michel. C'est un livre que j'ai lu sur Wattpad au moment où les auteurs étaient en train de l'écrire, ouais. Je pense que c'est ça, ou juste après qu'ils aient fini de l'écrire, mais avant qu'il soit publié en papier. Donc c'est pour dire, ça date d'il y a quand même très longtemps et je n'ai jamais continué cette saga. Pourtant, j'aimerais beaucoup et j'ai le tome 2 dans ma pile à lire, donc il serait temps. Je me le suis acheté au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil 2022, donc j'aimerais au moins le lire avant l'édition 2023. Donc avant décembre, ce serait bien, mais honnêtement il y a tellement de choses qui me font envie que je ne suis pas sûre d'y arriver. En tout cas, ici c'est une histoire qui a été poignante, bouleversante et dont je me souviens encore aujourd'hui alors que j'ai lu il y a plusieurs années, donc c'est pour dire, les histoires qui nous marquent comme ça dans le temps, je trouve que c'est quand même quelque chose d'assez rare à retrouver lorsqu'on lit beaucoup et vraiment... j'aime trop cette histoire. Dans cette histoire, on va suivre Ash qui a vécu des choses difficiles dans sa vie et qui a du mal à s'en remettre, il est plutôt agressif, etc. envers les autres. Et on va également suivre Sky qui, elle aussi, se remet d'une rupture amoureuse et souhaite un peu prendre son envol, tester des libertés et va vite être attirée par le caractère un petit peu sombre de Ash et tous deux vont se rapprocher, mais aussi de s'ouvrir l'un à l'autre, quand bien même c'est plutôt difficile d'accepter certaines choses de leur passé et d'en parler. Bref, c'était trop chouette et j'ai vraiment hâte de lire le tome 2 comme je vous le disais. Peut-être bien que je relirai celui-ci à cette occasion. Ensuite, cette fois-ci, en contemporain New Adult, j'ai dans mes sagas en cours Styx Riders de Calypso Cadelin publié aux éditions Hugo New Romance, ici en format poche. Et pour celui-ci, comme tous les autres, je vous présente à chaque fois le dernier tome que j'ai lu. Ici, on est sur une saga en 6 tomes, dont les 6 tomes sont parus, dont je possède les 6 tomes, mais dont je n'ai lu que les 3 premiers. Celui-ci existe en format brochet, poche, livre audio, il est également disponible en e-book sur Nextory, en audio sur Audible si jamais ça vous intéresse, vous avez toujours les liens des différentes plateformes d'écoute en description qui vous permettent de bénéficier de certaines périodes d'essai gratuites et je touche une commission lorsque vous utilisez mon lien pour souscrire à une période d'essai gratuite, donc je vous remercie grandement si jamais vous le faites. Et d'ailleurs, tant que j'y pense, sachez que si vous avez testé Nextory il y a quelques temps pour écouter des livres audio et que vous avez été déçu par la déformation des voix lorsqu'on accélère le livre audio, sachez que ça fait quand même plusieurs mois que ce n'est plus le cas. Je vous le dis parce que j'entends trop souvent le contraire sur les réseaux et franchement ça me déçoit un peu parce que c'est plus le cas en fait, tout simplement. Je suis là pour vous parler d'Astaga Styx Riders dont j'ai lu les 3 premiers tomes. Ici on est sur des romances New Adult dans un club de bikers avec une petite touche de mythologie mais vraiment une pointe, on reste sur du contemporain et on va suivre dans chaque tome un couple qui se forme, quoique dans le dernier tome il paraît que c'est un couple qui résiste au temps et c'est plutôt chouette aussi. J'ai adoré les 3 premiers tomes, j'ai eu un coup de cœur pour le deuxième, vraiment on trouve des personnages hauts en couleur, très attachants, c'est hyper prenant et je vous recommande vivement de découvrir cette saga si jamais elle vous intéresse. Et à travers son histoire, l'autrice amène de belles valeurs, en particulier autour de la famille de cœur, celle qu'on va se choisir finalement, mais aussi autour du fait d'accepter de prendre ses propres décisions, de voler de ses propres ailes et de pas forcément se soucier de ce que pensent les autres, quand bien même ça peut être certains de nos proches et que ça peut être difficile de ne pas prendre en compte leur opinion. C'est une saga que j'aime énormément, que j'ai hâte de terminer parce que j'ai envie de découvrir la suite tout simplement, mais en même temps que j'ai un petit peu peur de finir parce que j'ai pas envie de leur dire au revoir, mais on m'a dit que la fin était une très belle fin, qui bouclait bien l'histoire et qui permettait de leur dire au revoir en douceur, donc j'ai plutôt hâte de découvrir ça aussi. On continue maintenant avec tout ce qui est imaginaire et on va commencer avec le fantastique jeunesse. Dans ce genre là, je suis en train de lire la saga Magic Charlie de Audrey Alouette, publiée chez Gallimard Jeunesse, dont j'ai lu les 2 premiers tomes sur 3. Je possède déjà le 3e tome en format papier, mais j'aimerais beaucoup l'écouter parce que finalement j'ai alterné entre l'écoute et la lecture des 2 premiers tomes et vraiment l'écoute était géniale. J'ai adoré la voix de Guillaume Marquet, la manière dont il narrait l'histoire et qui donnait vie au personnage, l'implication qu'il donnait en fait dans toute sa narration finalement. C'est une histoire que j'aime énormément, dont j'ai eu un coup de cœur pour le premier tome et j'ai vraiment hâte de découvrir la suite et la fin de ses aventures. Ici on va suivre Magic Charlie, un magicien qui n'est pas conscient de ses pouvoirs ni du monde magique qui existe, jusqu'au jour où sa grand-mère va refaire surface après avoir disparu depuis plusieurs années. Entre temps elle a perdu la mémoire et c'est alors qu'il va découvrir tout ce monde magique auquel il appartient, qui a vraiment quelque chose à voir avec la disparition de sa grand-mère et du coup il va apprendre à devenir un apprenti magicien pour protéger sa grand-mère, lui-même et le reste de la société des magiciens. Et pour tout ça, et bien sûr il va devoir compter sur ses amis et vraiment c'est génial. Un roman très prenant, plein d'aventures, un roman qui aborde aussi des éléments très intéressants autour de la mémoire, de l'importance de se souvenir des choses et puis en même temps un roman dans lequel l'autrice a rendu tous ces objets vivants. Elle a vraiment une plume qui est géniale et qui est très immersive. Je recommande vivement de découvrir cette saga qui est une pépite en jeunesse et qui je pense pourrait grandement vous plaire si jamais vous aimez ce type d'aventure. Et on n'est pas sur un récit trop jeunesse non plus, du coup ça se lit très bien si vous aimez aussi le young adult habituellement.
Ensuite, toujours en jeunesse, et également un livre que j'ai beaucoup écouté en livre audio, il s'agit de Maldoror, les enfants de la légende de Philippe Lécharnier, qui est publié chez Flammarion Jeunesse cette fois-ci. C'est un livre beaucoup plus jeunesse que celui que je viens juste de vous présenter, et vraiment qui est génial. Ici on va suivre plusieurs enfants qui fuient un danger très important et qui se rencontrent au fond de l'Europe de l'Est. On a dans cette histoire à la fois de belles valeurs autour de l'amitié, vraiment. C'est très central dans l'histoire, autour du fait d'aider les autres, mais surtout également une part assez importante de la musique qui est très intéressante ici. Bref, j'ai adoré cette lecture qui était très prenante, plutôt divertissante. Vous avez mon avis complet sur Instagram si ça vous intéresse et très prochainement ici sur YouTube. Et le dernier roman jeunesse que j'ai à vous présenter, c'est Les Royaumes du Nord, le premier tome de La Croisée des Mondes de Philippe Pullman, publié chez Gallimard Jeunesse dans cette édition illustrée. C'est une relecture pour ma part puisque j'ai lu la trilogie à La Croisée des Mondes lorsque j'étais adolescente, mais du coup c'est l'occasion pour moi de redécouvrir cette histoire qui m'avait vraiment marqué au collège. Et ici j'ai pu redécouvrir les aventures de Lyra et en particulier son voyage jusqu'au Royaume du Nord dans cette magnifique édition qui est agrémentée d'illustrations. Mais j'ai aussi écouté le livre audio, je vous avais fait tout un vlog lecture dans lequel je lisais ce livre. Je suis trop contente de l'avoir relu, ça a encore été un coup de cœur lorsque je l'ai relu, même si j'ai aussi été consciente de certains défauts de l'histoire, mais vraiment une merveille. J'ai appris entre temps que le tome 2 sortait chez Gallimard Jeunesse fin septembre en illustré pour accompagner ce premier tome et j'ai vraiment hâte de pouvoir le découvrir sous ce format parce que j'ai adoré en fait l'avoir dans ce format là et c'est vrai que j'avais envie du coup suite à ma relecture du premier tome de continuer la saga, mais je m'étais dit que dans l'idéal j'attendrais que la suite sorte dans ce format là pour pouvoir continuer parce que j'avais pas envie d'avoir un autre format chez moi et j'avais pas non plus envie d'écouter le livre audio sans avoir d'autres supports. Et bah écoutez, ce ne sera qu'une question de temps finalement puisque la suite continue d'être rééditée dans cette version illustrée, mais à La Croisée des Mondes c'est une saga incontournable de Philippe Pullman, donc vous la retrouvez dans plein d'autres formats. Vous avez des brochets, des poches, des livres audio, etc. Bref, l'embarras du choix en termes de format de lecture. On continue avec tout ce qui est fantastique young adulte cette fois-ci. Dans ce genre là, j'ai dans mes sagas en cours La Grande Librairie de Rachel Kane dont le premier tome c'est D'encre et d'os, publié aux éditions Bookmark. Un premier tome que j'ai adoré, qui était presque un coup de cœur, vraiment une pépite. Mais je n'ai jamais continué et j'aimerais beaucoup découvrir la suite de cette histoire. En plus, je possède déjà le tome 2 dans ma pile à lire, donc il serait temps de m'y mettre un jour. D'encre et d'os, c'est une histoire qui se passe dans notre monde, mais pas vraiment. Ici, la grande bibliothèque d'Alexandrie est restée en place. Il y a des alchimistes qui dirigent un petit peu le monde par leur magie, enfin l'alchimie en fait. Et tout cela permet de transmettre les connaissances le plus possible. En fait, finalement, ici, les livres sont extrêmement protégés. Il n'existe qu'en un seul exemplaire qui doit être surprotégé et qui est l'exemplaire unique. Mais grâce à l'alchimie, en fait, ils peuvent être accessibles à tout le monde, mais de version un peu dématérialisée finalement. Mais dans ce monde-là, il y a aussi des personnes qui se nourrissent du pouvoir que ces grimoires peuvent avoir, vraiment le grimoire original. Et du coup, on les appelle des lécheurs d'encre, ils vont vraiment dévorer le livre, mais à proprement parler, enfin littéralement. Et ces actes négatifs, mais bien d'autres encore, font qu'il y a une guerre qui est sur le point d'éclater entre les grandes métropoles, mais surtout entre les alchimistes et les érudits qui ont pour mission de protéger les vies. Dans ce contexte-là, on va suivre Jess qui vit dans une famille de contrebandiers qui font du recel de grimoire et lui il est vraiment attiré par les livres mais pour la beauté de l'ouvrage, pour le plaisir de le lire, etc. Bref, il ne se reconnaît pas vraiment dans les valeurs de sa famille, mais il n'a pas d'autre choix que de suivre le moule et de contribuer aussi à cette activité de sa famille. Mais un jour, il a sa place pour devenir apprenti érudit dans la grande bibliothèque d'Alexandrie. C'est pour lui l'occasion rêvée d'échapper à son passé, mais pour cela, il va devoir remettre en cause ses propres valeurs et surtout toutes celles qui sont liées à sa famille finalement. C'est une histoire que j'ai vraiment adorée, j'ai été prise dans cette aventure, il y a plein de retournements de situation que je n'ai pas vu venir. Pour moi, le seul bénéfice, c'est une romance qui n'a pas vraiment sa place, qui n'apporte pas grand chose à l'histoire, mais c'est souvent le cas finalement lorsqu'on est sur de l'imaginaire. Et en tout cas, j'ai adoré cette lecture et j'ai hâte d'un jour pouvoir lire la suite. Ensuite, toujours dans ce genre-là, j'ai également la saga Sorcier de Maxime Fontaine et Robin Watson, publiée aux éditions Gulfstream, dont je n'ai lu que le premier tome, que j'ai vraiment bien aimé et j'aimerais beaucoup découvrir la suite, surtout que le tome 3 sort très prochainement, donc ce serait peut-être l'occasion de s'y mettre un petit peu dedans. Mais je n'ai pas encore le tome 2, donc c'est pas forcément mes priorités, vous le savez, j'essaie quand même de lire à la fois en priorité ma pile à lire et mes services de presse et de ne pas trop craquer pour de nouvelles acquisitions parce que sinon ça n'arrête pas en fait, tout simplement. Sorcier, c'est une histoire très sympa qui se passe en France mais où on va y trouver également plusieurs types de magie, de sorcellerie et c'est très intéressant de ce côté-là parce que du coup il y a énormément de diversité dans les représentations de la magie tout simplement. Et ici l'histoire commence dans un cirque lors d'une représentation où des enfants sont enlevés. En particulier Déa, une enfant aveugle qui a aussi des pouvoirs assez particuliers et du coup une petite troupe de magiciens va partir à la recherche de Déa et de ses autres enfants et pour cela ils vont passer à travers
différents mondes imaginaires, magiques, traverser la France, etc. Bref, plein de choses vont leur arriver pour essayer de retrouver ces enfants perdus et vraiment c'est trop chouette, un livre dans lequel on ne s'ennuie pas une seule seconde, dont j'ai adoré l'imaginaire de l'auteur et du coup j'ai bien envie de découvrir la suite un jour. Cette fois-ci dans un genre un petit peu différent et plein d'humour, j'ai également Ivy Wild, donc de Helen Harper, publié aux éditions Bookmark. Ivy Wild, c'est une saga que j'aime énormément. Je possède les 3 tomes de la trilogie en papier et j'aimerais beaucoup terminer cette histoire sachant que j'ai lu les 2 premiers et que j'ai vraiment adoré. À chaque fois c'est un bonbon, une bulle d'air frais, de bonheur, de légèreté et en même temps bah juste je sais que je vais passer un trop bon moment quand je le lirai. J'aimerais aussi plutôt l'écouter en audio parce que les 2 premiers je les ai pas mal écoutés en audio lorsque je lisais, j'ai alterné les formats, vous savez j'adore faire ça. Et comme le 3e tome sort en audio très prochainement, là à la toute fin du mois d'août, je me dis que ce sera l'occasion rêvée pour découvrir la suite de cette histoire sous un format qui me plaît beaucoup et qui me permet de travailler en même temps. Et du coup c'est un peu un combo gagnant puisque ça me permet de lire un peu plus. Je sais qu'en plus c'est quelque chose de léger, de drôle, qui va bien me divertir pendant que je travaille et sans pour autant être compliqué à comprendre en audio. Bref, Ivy Wild, c'est une histoire dans laquelle on va suivre Ivy qui est une sorcière surdouée mais fainéante qui en fait vraiment le minimum. À tel point qu'elle a même quitté l'ordre magique dans lequel elle était formée comme tous les autres sorciers pour mener sa barque parce qu'elle ne voulait pas suivre les injonctions de l'ordre. Sauf que suite à un quiproquo, elle se retrouve liée magiquement à Raphael Winter qui est clairement un membre de l'ordre qui travaille pour eux et qui va en plus devoir enquêter sur la disparition d'un grimoire magique. Sauf qu'à cause de ce lien magique, elle ne peut pas s'éloigner à plus de quelques mètres de Raphael Winter pendant une période donnée. Elle ne va pas avoir d'autre choix que d'enquêter avec lui sur la disparition de ce grimoire. Et c'est génial puisque Ivy voit les choses de manière un petit peu différente finalement que tout ce qui a été formé et formaté par l'ordre. Et du coup, elle et Winter font un peu des étincelles puisqu'ils n'ont pas la même vision en fait des choses. Pourtant, ils ont le même but, le même objectif et ils vont ainsi apprendre l'un de l'autre pour aller dans la bonne direction. Et c'est trop bien. On a une petite romance entre eux qui est très sympa ma foi, beaucoup d'humour et c'est ce que l'on retient ici, une enquête qui est assez intéressante aussi et dont on ne voit pas le dénouement dès le départ. Et dans le tome 2, il y a une enquête différente et donc j'ai hâte de découvrir celle du 3e tome pour en apprendre un peu plus sur ces personnages. Toujours aux éditions Bookmark, également dans un genre un peu enquête surnaturelle. Ici, j'ai la saga Edwin Jones de Aurore Kopek dont j'ai lu les 2 premiers tomes aussi. C'est une saga que j'aime énormément, le 3e tome est déjà paru et j'aimerais beaucoup le découvrir également. Ici, on va suivre Edwin Jones, un enquêteur particulier qui travaille entre autres pour la police de First City, mais aussi pour les vampires de cette ville. En tant qu'empathe, Edwin Jones est amené à effectuer plusieurs enquêtes qui ont un lien avec la communauté surnaturelle, puisqu'en tant qu'empathe, il a plusieurs bénéfices à le faire. Premièrement, eh bien, il ressent les émotions des autres et leurs sentiments, ce qui permet de mieux les comprendre et de plus facilement répondre à leurs attentes et à leur retirer des informations finalement. Et en plus de ça, il fait partie de la communauté surnaturelle qui fuit un peu les humains finalement, et du coup c'est plus facile pour lui de gagner la confiance de ses membres de la communauté surnaturelle pour pouvoir les défendre aussi. C'est une histoire que j'aime énormément puisque dans chaque tome on va suivre une enquête, mais pas que, puisqu'on y suit Edwin qui a une relation assez particulière avec un vampire, donc la romance a son importance ici, mais surtout la question du pouvoir magique, de la santé mentale et physique d'Edwin est très importante et j'ai trouvé que c'était super bien amené. Bref, j'aime énormément l'équilibre qu'il y a entre ces 3 pôles de l'histoire, même si du coup je crois bien que dans la suite il y aura un petit peu moins d'enquête et plus de magie et de romance. J'ai hâte de découvrir ça parce que je me suis attachée au personnage d'Edwin qui est très touchant et du coup j'ai hâte de voir un peu ce qui va continuer de lui arriver et surtout savoir si un jour ou l'autre il arrivera à vraiment bien maîtriser ses pouvoirs et sa santé. On continue ensuite avec Shades of Magic de Vi et Choi, publié aux éditions Lumen, mais qui existe aussi en format poche aux éditions Pocket Jeunesse. D'ailleurs je possède les 2, j'ai toujours pas tranché pour savoir lequel je gardais dans ma bibliothèque, donc pour l'instant j'ai les 2 exemplaires. Par contre j'ai pas la suite et c'est je pense qui va déterminer sous quel format je continuerai cette saga et quel format je garderai pour le premier tome, puisque la suite est entièrement publiée en brochet aux éditions Lumen mais n'a pas encore été publiée en format poche. Et en même temps j'aime beaucoup le format poche, un gain de place monstrueux et les poches PKJ ils sont tout mignons, du coup bah je sais pas trop. Dans cette histoire on a plusieurs mondes parallèles centrés autour de Londres. On y trouve du coup un Londres gris et d'autres Londres aussi qui sont des mondes parallèles, rouge, blanc, noir, dans lesquels la magie a une place plus ou moins importante et d'une forme plus ou moins différente. Et on va suivre Kel, le dernier magicien de sang, donc le dernier à avoir cette capacité de passer d'un monde à l'autre tout simplement. Et Kel est élevé par une famille royale mais il s'est jamais senti vraiment très inclus dans cette famille là. Il considère le prince comme son frère mais surtout comme son meilleur ami et pour cela il veut lui amener un objet très précieux, très rare mais qui vient d'un autre monde, quelque chose d'interdit puisqu'il est interdit de transporter des objets d'un monde à un autre. Je crois que c'est ça. J'ai un doute.
En transportant cet objet, il va tomber sur Lila, une jeune fille qui vole pour survivre et qui va essayer de dérober cet objet magique. Sauf que Kel et Lila vont plutôt s'allier puisqu'il y a une autre personne à leur trousse. C'est une histoire que j'ai adorée, mais j'ai pas réussi à m'attacher au personnage malheureusement, et pourtant j'ai adoré le concept de passer d'un monde à un autre. Vraiment, cette histoire de monde parallèle, c'était formidable et j'aimerais beaucoup en apprendre plus sur l'univers. En plus, lorsque je vous ai parlé du premier tome, eh bien vous êtes nombreux et nombreuses à m'avoir dit que finalement l'univers était bien plus creusé dans les tomes suivants, qu'on en apprendrait beaucoup, bref, qu'ils avaient un intérêt dans le développement de tout ça, et du coup ça me donne encore plus envie de découvrir la suite de l'histoire. Et donc finalement, à l'heure actuelle, la seule chose qui pèse dans la balance, c'est que je ne sais pas dans quel format je vais continuer cette saga, mais je vais peut-être me renseigner pour savoir quand est-ce que la suite paraîtra en poche chez Pocket Jeunesse, parce que j'avoue que j'adore leur format et ça me permet d'avoir plus de livres en prenant moins de place dans ma bibliothèque, c'est pas plus mal aussi. Mais j'aime beaucoup les Lumen aussi, donc je sais pas du tout. Et le dernier roman fantastique young adulte que j'ai à vous présenter, c'est La Marque des Anges de Laini Taylor aux éditions Paul Fiction. C'est un format poche, mais ce livre existe également en brochet. J'ai eu un coup de cœur pour ce livre, mais je ne sais pas pourquoi je n'ai pas lu la suite. J'ai découvert Laini Taylor avec cette histoire et ça a été une révélation. J'ai tout aimé ici. J'ai aimé l'univers, la description, j'ai aimé l'originalité de l'univers, la plume poétique de l'autrice et aussi la manière dont elle a su décrire ce personnage et nous permettre de s'y attacher aussi. Bref, c'était génial. Ici, on va suivre Karu, qui est une étudiante en art à Prague, mais qui est aussi élevée par des chimères. Et en fait, très souvent, elle va aller récupérer des dents par-ci, par-là, pour les donner aux chimères qui vont confectionner des colliers magiques. Le système de magie ici repose sur l'utilisation des dents. C'est un peu particulier, mais écoutez, c'est très original. Et lorsqu'elle se rend chez les chimères, elle passe par une porte particulière, un passage secret qu'elle seule ne connaît. Mais un jour, des anges envahissent la Terre et tous ces passages secrets sont dérobés. Elle n'y a plus accès. C'est alors que elle va trouver de l'aide en un ange en qui elle ne fait pas vraiment confiance au départ, mais elle va apprendre à accorder sa confiance à cette personne et c'est trop bien. J'ai adoré le contexte de l'histoire, j'ai adoré le fait que l'histoire commence en Europe de l'Est mais qu'ensuite on voyage dans le Moyen-Orient mais aussi en France. Bref, c'est trop bien et j'aimerais beaucoup lire la suite. Pourtant, la seule raison qui fait que j'ai pas lu la suite alors que je possède le tome 2, c'est parce que le tome 3 n'existait pas en poche au moment où j'ai lu celui-ci et je n'avais pas envie d'être frustrée de lire le tome 2 mais de ne pas pouvoir lire le tome 3. Ce qui est un peu bête parce que du coup j'ai pas lu le tome 2 non plus. Mais à l'heure actuelle, le tome 3 n'existe toujours pas en poche, c'est seulement en brochet. Et en même temps, j'aime pas trop la collection Paul Fiction dans la bibliothèque, elle est pas si belle, même si niveau souplesse, c'est un format poche qui est hyper agréable à lire. Du coup, je ne sais pas trop, je pense que je lirai le deuxième tome dans le format poche que j'ai déjà et je verrai bien pour le troisième d'ici là. Mais en attendant, je l'ai toujours pas lu alors que j'ai eu un coup de cœur pour ce premier tome. Vraiment, j'ai beaucoup de coups de cœur à vous présenter quand même. Mais en même temps, les sagas, j'aime pas, je les continue pas. Et du coup, bah, cette vidéo, elle est vraiment constituée de pépites et c'est pas plus mal. Bref, j'aimerais beaucoup lire la suite, je sais pas quand est-ce que ce sera le cas. J'ai l'impression que c'est la phrase clé de cette vidéo. J'aimerais beaucoup lire la suite, mais je ne sais pas quand est-ce que ce sera le cas. On continue maintenant avec tout ce qui est fantastique, mais cette fois-ci adulte. Dans ce genre-là, j'ai la saga Outlander en cours de Diana Gabaldon, publiée aux éditions J'ai lu. C'est une saga que j'ai commencé il y a très longtemps, vraiment plusieurs années, et ça fait aussi plusieurs années qu'elle est en pause. J'ai le premier tome dans cette magnifique édition pour avoir un souvenir de la lecture, mais je les ai surtout écoutés en livre audio, et je suis arrivée au 5e tome, première partie, mais je n'ai pas lu la deuxième partie, et finalement c'est à peu près au même endroit où je me suis arrêtée dans la série télé. En fait, ici, c'est une histoire que j'aime énormément au début, mais plus ça avance et plus les personnages évoluent, et le moment auquel je me suis arrêtée, c'est un moment où je ne retrouvais plus les personnages du départ auxquels je m'étais attachée, tout simplement. Malgré tout, ça a été quand même une excellente lecture. Attention, il y a quand même de nombreux trigger warnings, je vous laisse vous renseigner par vous-même si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi m'envoyer un DM s'il le faut, peut-être que j'en oublierai certains parce que j'ai quand même lu il y a un bon moment, mais ça reste quand même très explicite, surtout côté violence, mais aussi parfois des actes sexuels qui ne sont pas toujours consentis, donc vraiment ça pourrait heurter la sensibilité de plusieurs personnes. Mais c'est une histoire que j'ai adorée et qui amène aussi à poser énormément de questions et à soulever des choses autour du féminisme, autour de la place de la femme dans la société, et j'ai trouvé ça très intéressant. Ici on va suivre Claire qui tente de renouer avec son mari et de vivre enfin cette lune de miel qu'ils n'ont pas eue, puisqu'ils se sont mariés juste avant la Seconde Guerre mondiale et ont été tout de suite séparés. Son mari est allé au front, elle était infirmière de guerre et viennent enfin de se retrouver maintenant que la paix est déclarée. Et du coup ils partent en Écosse pour un voyage de noces et c'est aussi l'occasion pour son mari de travailler un petit peu puisqu'il est historien et est passionné par l'Écosse et par l'histoire de l'Écosse, des origines de l'Écosse, etc. Du coup Claire, elle s'imprègne un petit peu de certaines bribes d'informations qu'elle peut entendre au cours des recherches de son mari, mais surtout elle, ce qui l'intéresse, c'est le fonctionnement de la société, les paysages, etc. Donc elle se balade là-bas et un jour elle tombe sur un cercle de pierre assez particulier. Mais sauf qu'elle le touche et elle passe
dans le passé, 202 ans en arrière, en pleine guerre entre l'Écosse et l'Angleterre. Alors qu'elle tente de survivre dans ce contexte-là, elle vient de fuir une guerre, elle retombe dans une autre, qu'elle se retrouve étant une femme dans une époque où finalement les femmes ont beaucoup moins de liberté qu'elle n'en a à elle à son époque, du coup elle fait un peu des faux pas, etc. Et surtout, elle a des connaissances que les autres n'ont pas. Surtout en tant qu'infirmière, elle a des connaissances sur la médecine qui n'existaient pas à ce moment-là. Et du coup, elle va très vite être considérée comme une sorcière et va trouver en fait un peu un échappatoire et une solution pour rester en vie, d'épouser Jamie Fraser. Et bref, il va leur arriver plein de choses et vraiment j'adore. Et j'aime énormément le fait qu'on parle de voyage dans le temps, je trouve que c'est super bien amené. On apprend progressivement comment ça fonctionne, donc je vais pas vous le dire, mais j'aime beaucoup le système que l'autrice a choisi d'utiliser. Toujours en fantastique adulte, j'ai la saga La 9e maison de Leigh Bardugo, publiée chez De Saxus, qui a été un coup de cœur aussi, dont je n'ai pas lu la suite, mais je viens juste de l'acheter. Petite excuse, il vient juste de sortir, donc voilà, ça va. J'ai adoré ce livre, qui parfois est un peu dérangeant, parfois très explicite, il faut quand même avoir un peu les tripes accrochées par moment, mais qui est génial. Vraiment, j'ai été prise dans l'histoire du début à la fin, et pour moi, c'est hyper important. Il vous plaira si vous aimez les univers Dark Academia un petit peu sombres, les enquêtes et le côté un peu magique, paranormal qu'il y a aussi dans cette histoire. Ici, on va suivre Alex Stern, qui a eu une vie jusqu'ici très difficile, et suite à un faux pas de plus, elle se retrouve unique survivante d'un massacre à 20 ans. Elle est passée à 2 doigts de la mort et son expérience de mort imminente lui permet de voir les fantômes. C'est alors que l'université de Yale rentre en jeu puisqu'il lui propose d'intégrer la 9e maison, une société secrète autour des forces occultes dans laquelle il occure des choses du coup qui ne sont pas des plus recommandables mais surtout cachées aux yeux de tout le monde. Mais c'est en même temps l'occasion d'Alex de se racheter, de se rendre utile et de trouver sa place dans la société. Du coup elle va finir par accepter même si elle a tout à découvrir là-bas. Bref, c'est génial, j'ai adoré cette histoire qui nous emporte dans ce côté un peu sombre de Yale. Ici j'ai tout aimé, le personnage d'Alex mais aussi le côté sombre de l'histoire, la petite pointe de romance mais vraiment slow burn qu'il y a dedans et surtout toutes ces manigances, complots, etc. Tout ce qui se passe un peu en secret derrière l'université de Yale qui fait très belle façade finalement mais qui a du coup toutes ces sociétés secrètes et le côté pouvoir magique, etc. qui est un peu différent finalement d'une société secrète à une autre. Bref, je vous invite vivement à le découvrir si ça vous intéresse. Pour ma part, j'ai vraiment hâte de découvrir la suite. J'aurais aimé le lire cet été, mais écoutez, bon, l'été n'est pas fini, mais il passe bien trop vite et je sais que je n'aurai pas le temps de le lire à temps. Peut-être que pour le challenge frisson d'octobre ce sera parfait. On continue ensuite avec la saga Crescent City de Sarah J. Maas, publiée également chez De Saxus. C'est une saga que je n'ai pas terminée. Ici je vous montre le tome 2 mais c'est celui dont je me suis arrêtée en cours de route. Alors j'ai adoré le premier tome qui a été un coup de cœur la première fois et encore un coup de cœur encore plus fort la deuxième fois lorsque je l'ai relu. Pourtant j'ai pas accroché avec le tome 2, je pense que je l'ai pas lu au moment idéal pour moi et il y a quelque chose qui a fait que je n'ai pas accroché. Alors oui, il est beaucoup plus explicite que le premier et ça m'a dérangé, mais c'est pas le seul point et j'ai eu beaucoup de mal à re-rentrer dans l'histoire. Parce que même si j'ai eu un coup de cœur pour le premier tome, et la raison qui fait que j'ai eu un coup de cœur encore plus fort pour le deuxième, c'est tout simplement parce que le début est un peu lent en fait. Dans le premier tome, on va mettre du temps à comprendre l'univers, à mettre en place les choses, etc. Bien 100 pages, 150 pages. Et en fait, c'est un peu ce que j'ai retrouvé ici dans le tome 2 et j'avoue que j'étais un peu déçue de le retrouver là aussi parce que ça m'a freinée pour rentrer dans l'histoire. Au final, j'ai lu plus de 300 pages avant de l'abandonner, mais j'aime dire qu'il est plutôt en pause et j'aimerais le reprendre un jour parce que franchement, je suis un peu déçue de pas être allée au bout et j'ai envie d'en apprendre plus sur ces personnages, de continuer à découvrir cette histoire, même si c'est un peu lent par moments. Voilà. Dans cette histoire, on va suivre Bryce qui est mi-fae et mi-humaine et qui vit une petite vie paisible, un peu de son côté, voilà, elle fait son petit bout de chemin tranquillement et elle se concentre plutôt sur le fait de faire la fête, etc. Bref, ses plaisirs du quotidien. Mais un jour, tout bascule pour enquêter sur un meurtre. C'est pas du tout son métier, sauf qu'elle a été témoin d'un meurtre de la même nature plusieurs années auparavant, et alors que le meurtrier est censé être derrière les barreaux, il y a des meurtres de la même nature qui refont surface, et du coup, en tant que témoin de la première vague de meurtres, elle se retrouve du coup à enquêter. Mais pas seule, aux côtés de Hunt Atalar, un ange déchu qui, lui, tente de racheter sa liberté, tout simplement. Et ces deux personnages vont devoir faire équipe pour enquêter. Mais en même temps, l'un et l'autre s'attirent beaucoup, et on a une romance très slow burn, presque admise to lovers, franchement. Et vraiment, mais c'est trop beau, j'aime trop l'alchimie qu'il y a entre ces personnages. Mais surtout, ce que j'ai adoré ici, c'est le système politique qui est mis en place, la hiérarchie entre les différentes créatures. C'est très intéressant de ce côté-là et c'est pour ça que j'avais préféré relire le livre parce que finalement, une fois qu'on en apprend plus sur l'univers, on comprend mieux les premières pages et l'intérêt qu'elles ont dans l'histoire. Bref,
j'ai envie de continuer cette saga un jour, mais je ne sais pas quand est-ce que ce sera le cas. Et dans mes sagas en cours, j'ai également une autre saga dont j'ai abandonné un tome. Il s'agit cette fois-ci de The Bone Season de Samantha Shannon, publié également chez Deux Saxus, dont j'ai lu du coup le premier tome que j'ai vraiment adoré, qui était à la limite d'un coup de cœur, mais le deuxième tome, je ne l'ai pas terminé. C'est un deuxième tome que j'ai lu dans des circonstances plutôt particulières, puisque je lisais dans le cadre d'une lecture commune organisée par Fanny, liseuse compulsive sur Instagram si ça vous intéresse. Mais comme on était très nombreux à participer à cette lecture commune, Fanny a demandé de l'aide à certaines personnes. Et bien sûr, j'ai été volontaire parce que je suis toujours volontaire pour aider mes amis. Sauf que, eh bien, je n'arrivais pas à suivre le rythme de la lecture et je devais récolter ce qui était dit dans la discussion pour un peu rapatrier les informations essentielles et importantes de la discussion pour qu'on soit un peu tous au courant des choses. Mais comme j'avais beaucoup de mal à être à jour dans la lecture commune, eh bien, je commençais à me spoiler l'histoire et j'ai décidé d'arrêter là. Du coup, ça m'a fendu le cœur déjà de ne pas pouvoir aider mon ami jusqu'au bout. Mais en plus de ça, eh bien, ça m'a complètement freinée et frustrée dans la découverte de cette histoire, qui pourtant est géniale et change beaucoup du premier tome, et en même temps c'est très intéressant. Cette histoire se passe dans un futur proche du nôtre, à Londres, où on a un régime vraiment totalitaire en place qui est anti-clairvoyant. Donc toute personne suspectée d'être un clairvoyant va être enfermée dans un centre particulier et du coup forcément tous ceux qui sont clairvoyants le cachent. Et il y a plusieurs natures de clairvoyants, dont Paige qui est une marche-rêve et qui utilise son pouvoir pour travailler pour des services secrets, sauf qu'un jour elle est démasquée et va se retrouver envoyée dans un camp pour clairvoyants et elle va alors découvrir tout un envers du monde auquel elle ne s'attendrait absolument pas. Bref, je vous laisse découvrir tout ça par vous-même, mais c'est génial! Et j'ai vraiment hâte de découvrir la suite de l'univers parce qu'on sent que dans le premier tome on a juste quelques éléments mais qu'il y a encore tellement à creuser, et connaissant Samantha Shannon et ce qu'elle a fait dans le prieuré de l'Oranger, ça m'étonnerait pas que dans The Bone Season on ait quelque chose d'hyper développé aussi. Et le dernier roman fantastique que j'ai à vous présenter, c'est la trilogie d'Aevabad de S.H. Chakraborty, publiée également chez Deux Saxus. J'ai enlevé sa jaquette parce que c'est ma lecture en cours, mais du coup je vais vous le présenter très succinctement parce que je n'ai lu que le tout début, donc je ne maîtrise pas encore tout, mais c'est pas plus mal parce que comme ça je vais pas vous spoiler. Cette histoire se situe au Caire où on va suivre Nari qui travaille comme apothicaire mais qui en même temps parfois fait des missions pas des plus recommandées pour arrondir ses fins de mois, et un jour elle va tomber sur un djinn qui va remarquer en elle qu'elle a du sang bleu, donc du sang de djinn, et qu'elle est du coup mi-humaine mi-djinn et qu'elle pourrait être la clé qui leur permettrait de sauver Daevabad, la cité des djinns, et du coup elle va partir dans une aventure pour essayer de sauver cette cité là, et franchement rien que le début, j'aime énormément, c'est très prenant, on rentre vraiment dans l'histoire, et pour le coup j'ai les 3 tomes de cette trilogie et j'espère vraiment que j'apprécierai suffisamment le premier tome pour continuer à aller jusqu'au bout parce que pour le moment j'adore. Et ça donne envie d'aller visiter le Caire, ça donne envie d'en apprendre plus aussi sur la religion en place. C'est un peu compliqué pour moi parce que comme je n'y connais pas grand chose, eh bien je suis toujours un peu perdue entre ce qui est tiré de notre monde, ce qui est tiré des religions existantes et ce qui est tiré plus du mythe et des légendes, et en fait du coup j'ai un peu de mal à faire la part des choses entre tout ça, même si c'est génial et j'aime beaucoup cette lecture pour le moment. En tout cas, j'ai vraiment hâte d'arriver au bout. On la lit en lecture commune sur mon Discord, mais une lecture commune à rythme libre où chacun lit comme il veut, quand il veut. Le tout c'est d'échanger au fur et à mesure de notre lecture dans différents salons dédiés pour ne pas se spoiler, et j'ai été voir par curiosité les avis de d'autres personnes qui l'avaient fini et tout le monde est très enchanté. Globalement les avis sont hyper positifs, du coup ça me donne encore plus envie de continuer ma lecture. Et on continue maintenant avec tout ce qui est fantasy et on va commencer avec le young adult. Dans ce genre là on reste dans l'imaginaire oriental avec Le Faiseur de rêves de Lynn Taylor, publié aux éditions Lumen, qui pour le coup ici m'a l'air d'être beaucoup plus de la fantasy, mais peut-être que je me trompe et peut-être que c'est vraiment centré dans notre monde réel et juste que je n'avais pas les références. Dans cette histoire on va suivre Laszlo Lestrange qui est un jeune homme captivé et passionné par une ville qui n'existe plus dans le désert. En effet, cette ville existait auparavant mais a subitement disparu du jour au lendemain et s'est effacé de la mémoire de tous. Sauf que Laszlo, lui, fait encore des rêves autour de cette ville où il y voit des personnages bleus de peau, etc. Et il a envie d'en apprendre plus, et il est tellement curieux qu'il profite de travailler dans la plus grande bibliothèque pour pouvoir avoir accès à l'ensemble des connaissances et essayer d'en apprendre plus en fait au sujet de cette ville, quand bien même tout a disparu de partout et il a beaucoup de mal à trouver des informations. Jusqu'au jour où des personnes s'apprêtent à lever un convoi pour aller là-bas, et du coup il va tout faire pour intégrer ce convoi et pouvoir enfin voir de ses propres yeux cet endroit merveilleux auquel il rêve sans cesse. C'est une histoire que j'ai adorée. En plus c'est une duologie, j'ai le 2e tome, La Muse des Cauchemars, dans ma bibliothèque. Du coup je n'ai pas d'excuse pour ne pas la finir. Juste en fait j'ai beau avoir adoré cette histoire, je suis très résistante à lire la suite parce que j'ai l'impression d'être passée à côté. Je pense pas l'avoir lu au meilleur moment et je l'avais aussi un peu écouté en livre audio en anglais. Il fait partie des derniers livres que j'ai pu écouter en anglais je pense. Et j'ai l'impression d'être passée à côté de certaines informations, d'avoir manqué certains éléments qui fait que
que je ne vais pas apprécier le tome 2 autant que je le pourrais si jamais je relisais en fait ce livre-là tout simplement. Mais le fait d'avoir le sentiment d'être passé à côté de ma lecture et de me dire que ce serait mieux de le relire fait que ça me freine tout simplement parce que je me dis il y a tellement de choses qui me font envie, tellement de choses que j'ai envie de découvrir que c'est un peu dommage de passer du temps à relire quelque chose qui pourtant pourrait grandement me plaire. Surtout que la plume de Laini Taylor est hyper poétique, tellement agréable à lire. Franchement, je l'ai adoré dans La Marque des Anges, j'ai eu un coup de cœur pour ce livre-là, donc quand j'ai lu celui-ci ensuite, je m'attendais aussi à avoir un coup de cœur comme pour La Marque des Anges, qui n'a pas été le cas, et du coup je pense que ça a un peu joué aussi dans mes attentes par rapport à cette histoire. En tout cas, c'est génial, et si vous aimez tout ce qui est fantasy orientale, ça pourrait grandement vous plaire. J'ai trouvé que c'était très intéressant, très original, j'ai apprécié surtout la manière dont l'autrice parle des rêves, mais aussi des monstres, des fantômes, mais de l'alchimie. Tout ça est plutôt bien amené ici, mais comme je vous le disais, encore une fois, eh bien, je pense que je suis passée à côté de certaines choses et j'aimerais le relire pour pouvoir un peu plus m'attacher à l'histoire et apprécier encore plus ma lecture. Ensuite, dans mes sagas en cours, j'ai également Les Accords corrompus de Kelly Sinclair, publié aux éditions Bookmark, dont j'ai lu les 2 premiers tomes sur 4, je crois bien qu'il y en a 4, et les 2 premiers tomes étaient vraiment super chouettes, mais je n'ai jamais continué. Dans cette histoire, on va suivre Olenna, la Tatuma du monde d'Ozolis. C'est donc l'héritière de ce monde, mais elle ne connaît pas son visage. Elle est voilée depuis sa naissance et n'a jamais vu son visage. Elle l'a montré une fois à quelqu'un, la personne en est morte. Donc elle a vraiment interdiction de lever son voile et du coup c'est vraiment le mystère qui plane autour d'Olenna. On ne sait pas de quoi est fait son visage, à quoi il ressemble et pourquoi cette personne a pu mourir. Est-ce qu'elle a un pouvoir particulier ou quelque chose? Bref, c'est tout le sujet de ce livre et je vous invite à le découvrir par vous-même. Sauf que rien n'est si simple, puisque si on a le monde d'Ozolis où il fait extrêmement chaud, tellement chaud que les gens sont obligés de déménager régulièrement pour suivre la rotation de la planète par rapport au soleil et essayer de fuir le plus possible la chaleur extrême qui pourrait les tuer, et bien à l'opposé, il y a aussi la planète de Glacium qui elle est super froide, qui est beaucoup plus éloignée du soleil et où du coup les habitants pareil sont obligés de se protéger coûte que coûte du froid. Et entre ces deux mondes là il y a souvent eu la guerre, mais pour sceller la paix il y a souvent des délégations d'une planète à une autre qui viennent, et donc au moment où le prince de Glacium vient sur Ozolis, eh bien il s'intéresse beaucoup à Olenna, tous deux se rapprochent grandement, ils forment une amitié vraiment très forte jusqu'au jour où il lui demande sa confiance et lui demande de lever son voile, et à partir de là tout bascule. Je vous invite à le découvrir dans l'histoire, je vais rien vous dire de plus, mais vraiment c'est génial. J'ai adoré découvrir cet univers à travers les yeux d'Olenna, j'ai trouvé que c'était super bien amené. Alors il y a quelques facilités par moment, il y a des choses qui sont un peu prévisibles, mais franchement c'est tellement prenant et j'ai beaucoup aimé la romance qu'il y a dans cette histoire. Le deuxième tome est très différent du premier et je pense que c'est quelque chose qui m'a un peu dérangé de ce côté là, quand bien même je l'ai adoré et j'ai vraiment apprécié ma lecture, et bien ça m'a freiné pour lire la suite, et comme je l'ai pas encore dans ma bibliothèque, du coup je me suis pas précipitée dessus pour autant, mais j'aimerais beaucoup le découvrir à un moment donné parce que vraiment je trouve que c'est le genre de saga qui vaut quand même le détour si vous recherchez une fantasy young adulte plutôt accessible mais en même temps originale. Ensuite, toujours en fantasy, j'ai également Les Gardiens des Mondes de Mathilde Trinçon, qui cette fois-ci est un roman auto-édité dont il y a 3 tomes dans la saga et j'ai lu les 2 premiers. J'ai le 3e tome en e-book, mais j'y pense jamais, je ne pense jamais à ouvrir ma liseuse pour lire la suite d'une saga. Les Gardiens des Mondes, c'est une histoire, je pense qu'on peut dire fantasy, mais en même temps presque science-fiction, puisqu'ici on va suivre plusieurs gardiens des mondes justement, des personnes qui sont amenées à aller sur différentes planètes au sein de la galaxie pour effectuer des missions, soit de protection, soit récupérer des objets, des voleurs, etc. Bref, ils sont amenés à effectuer plusieurs missions qui leur sont assignées, c'est un peu leur objectif, leur travail, mais finalement on ne sait pas pourquoi exactement ils le font, etc. Et ça c'est quelque chose que l'on découvre au fur et à mesure de la lecture, donc je vous laisse le découvrir par vous-même, mais vraiment j'ai adoré. Dans chaque tome on suit un personnage central différent qui part sur une planète différente, donc à chaque fois on découvre un nouvel univers qui est plutôt hostile mine de rien, et on va suivre les aventures d'un personnage, et en fait eux aussi ont un peu du lien entre eux, puisque dans ce 2e tome on a aussi un petit clin d'œil sur le personnage du premier. Vraiment j'ai adoré. C'est une fantasy qui est très prenante, très facile à lire, dans laquelle les choses se passent peut-être un petit peu rapidement, où on n'aura pas forcément les descriptions les plus détaillées de la Terre, mais franchement c'est génial si vous voulez quelque chose de rapide à lire et qui va vous emporter le temps d'un moment où vous allez passer un bon moment, même si tout n'est pas forcément positif. Le seul truc c'est que dans le premier tome on a aussi une romance qui pour moi n'a pas forcément sa place, elle n'est pas très crédible puisqu'elle se passe en l'espace d'une seule semaine, et vraiment en une seule semaine on peut pas devenir amoureux jusqu'au bout de sa vie et vouloir se marier. Bref, de ce côté là ça manque un peu de crédibilité, mais l'autrice en est consciente et en joue beaucoup, et bref j'ai trouvé ça très chouette. J'ai adoré cette histoire et j'aimerais beaucoup découvrir le 3e tome pour découvrir enfin la dernière planète de ce système solaire. On continue avec une saga que j'aime énormément, dont tous les tomes ou presque ont été des coups de cœur, et à chaque fois j'ai trouvé que le tome que je lisais était encore meilleur que les précédents. Il s'agit de Kéléana de Sarah J. Maas, publié aux éditions La Martinière Fiction, une histoire que
j'adore. Alors je vais vous présenter le premier tome bien sûr pour pas vous spoiler, mais sachez qu'entre temps d'un tome à un autre, les personnages évoluent tellement que ça n'a plus rien à voir. Il y a pour le moment 6 tomes de traduits dans cette saga, alors 5 plus un spin-off parce que le tome 6 en français c'est un spin-off, et il y en a bien plus que ça en VO, mais ils sont tous parus et du coup on attend juste les traductions au fur et à mesure. Dans cette histoire on va suivre Keleana, donc qui est la plus grande assassineuse du royaume d'Adarlan et qui est enfermée dans une mine de sel, du coup forcément en tant qu'assassineuse il faut bien qu'elle paye un peu le prix et du coup elle est emprisonnée. Sauf que le roi d'Ardalan décide d'organiser un concours, un combat à mort dans lequel plusieurs personnes vont conquérir pour réussir à avoir leur place en tant que bras droit du roi, la personne qui va être chargée de faire tous les petits assassinats etc pour lui pendant un temps, et ensuite cette personne là sera libre. Et alors toutes les personnes de la haute société vont être amenées à pouvoir choisir un candidat pour conquérir dans ce combat à mort. Et c'est également le cas du prince d'Orient qui lui va choisir Keleana. C'est aussi l'occasion pour Keleana de gagner sa liberté puisqu'elle n'a jamais réussi à s'échapper de la mine de sel quand bien même elle a essayé à plusieurs reprises, et du coup elle va y participer. Bon, elle n'a pas trop le choix en même temps. Et alors pendant ce tournoi elle va découvrir une chose, il y a de la magie dans le château, une magie très ancienne et puissante, mais pourtant, eh bien, personne n'a l'air d'en être conscient, et en même temps, c'est plutôt normal puisque le roi d'Ardalan a tout fait pour bannir la magie de son royaume, et du coup, on va découvrir tout ça aux côtés de Keleana. Bref, c'est une histoire qui est géniale, dans laquelle on a des personnages qui s'ajoutent de tome en tome, et ça c'est trop chouette, parce qu'à la fois, ça apporte beaucoup de personnages, de la diversité, et des rebondissements et tout, enfin, on suit un peu les histoires de tout le monde, et l'autrice n'hésite pas à passer d'un personnage à un autre au sein d'un même chapitre, quand bien même ça reste facile à suivre. Et ce que j'ai apprécié, c'est que dès le départ, on n'a pas énormément de personnages, et du coup ça permet de s'attacher aux personnages, de bien les comprendre avant d'en rajouter d'autres et de complexifier les choses, et donc c'est relativement progressif de ce côté là et je trouvais ça trop chouette. J'aime énormément ces aventures, c'est très prenant, il y a plein de rebondissements, on est sur une romantasy, donc la romance a quand même une place centrale dans l'histoire, et franchement une pépite, et j'ai hâte de découvrir la suite. J'ai d'ailleurs la nouvelle parution, donc le 6e tome qui est un spin-off à lire dans ma pile à lire, et franchement j'ai hâte de m'y mettre aussi parce que vraiment j'aime trop cet univers. On continue ensuite avec un livre que j'ai mis ici dans les sagas, mais vraiment c'en est pas tout à fait une, puisqu'il s'agit de Sorcery of Thorn de Margaret Rogerson, publié aux éditions Big Bang. À la base c'était censé être un one shot, mais il y a une petite nouvelle, un petit conte de Noël qui est sorti en fait autour de cet univers et que je n'ai pas encore lu, du coup qui complète l'univers, et pour moi ça rentre un peu dans une saga, même si c'est pas vraiment un deuxième tome mais un court livre de 200 pages. Dans cette histoire on va suivre Elisabeth qui travaille dans l'une des plus grandes bibliothèques d'Ostermire. C'est un endroit où sont stockés les grimoires, mais ce ne sont pas des livres classiques, ce sont des grimoires magiques qui recèlent les enchantements et qui peuvent du jour au lendemain se transformer en monstres terrifiants d'encre et de cuir et semer mort et chaos sur leur passage. Et du coup Elisabeth est amenée à protéger ses grimoires et surtout à essayer d'observer en fait les prémices de leur changement pour pouvoir repérer les signes annonçateurs d'un tel changement qui pourrait être un désastre pour l'ensemble de la bibliothèque. Mais un jour, alors qu'elle surveille l'état de tous les grimoires, elle se rend compte que l'un d'entre eux a disparu. Elle part alors à sa recherche et celui-ci se transforme à ce moment-là en maléfice. C'est alors qu'elle se retrouve accusée d'avoir volé le grimoire de la bibliothèque, et pour se défendre, pour réussir à trouver des éléments de défense, elle va tomber sur Nathaniel Thorne, un sorcier auquel elle va accorder sa confiance pour réussir à enquêter et à trouver des éléments pour sa défense. Bref, c'est très intéressant, j'aime énormément cette histoire qui se passe beaucoup dans le manoir Thorne, qui est un manoir enchanté très chouette, qui est plutôt original, et dans lequel on va suivre aussi Silas, un personnage que j'aime énormément, qui est un démon qui se transforme en chat blanc, et je l'aime trop, il est tellement drôle et tellement touchant. Bref, j'ai eu un coup de cœur pour ce livre et j'ai hâte de découvrir du coup la suite, qui n'en est pas vraiment une, mais la nouvelle qu'il y a autour de cet univers. Et on termine maintenant avec 2 livres de fantasy plus adultes. J'ai premièrement la saga d'Oren de Raven Kennedy, publiée aux éditions Hugo dans la collection Romantasy à vous présenter. Ici c'est une histoire dans laquelle on va suivre Oren, qui est la favorite du roi Midas, un roi qui ne se gêne pas pour avoir à la fois une épouse, des pouliches, une favorite, bref, de toute façon c'est un roi qui cherche à imposer sa supériorité sur tous les autres royaumes à travers des guerres et tout ça, mais aussi en montrant sa richesse inépuisable puisqu'il a le pouvoir de transformer tout ce qu'il touche en or, dont Oren qu'il a transformé et qu'il exhibe en fait comme étant un peu son trophée finalement. Dans ce contexte-là, on va suivre Oren qui est clairement une femme qui vit dans un monde où les femmes n'ont aucune estime, et elle va apprendre progressivement à s'émanciper, à prendre confiance en elle, à trouver sa valeur, mais pas que, puisqu'elle va aussi aider les autres femmes à prendre conscience de ce qu'elles peuvent apporter dans le monde, de ce qu'elles représentent
présente et du fait qu'elle ne dépende pas forcément d'un homme. Bref, c'est hyper intéressant à suivre. On a un premier tome qui est plutôt introductif dans l'univers, qui nous montre le contexte dans lequel vit Oren, qui est clairement plutôt dégradant pour la femme, et qui en même temps nous introduit un univers de fantasy très intéressant avec des faées, une guerre entre différents peuples, etc. Bref, c'est très chouette de ce côté-là. Et dans le deuxième tome, on a des femmes qui prennent beaucoup plus leur pouvoir, leur envol, pas seulement Oren, mais aussi la reine Malina par exemple, et c'est super intéressant à suivre, elles ont encore beaucoup de chemin à parcourir. C'était donc une chouette lecture, j'ai préféré le deuxième tome au premier et j'ai hâte de découvrir le troisième tome pour en apprendre plus sur l'évolution de ces personnages et suivre leur cheminement, leur construction au fur et à mesure de ces tomes parce que c'est vraiment le centre de cette histoire. C'est une saga qui est également disponible en audio et qui a la particularité d'avoir une publication des livres audio en même temps que le livre papier, et ça c'est vraiment super chouette puisque ça permet de continuer à découvrir l'histoire dans le format que l'on préfère sans pour autant avoir à attendre que le format audio soit publié si jamais c'est celui que l'on préfère. Bref, j'ai hâte de découvrir la suite de cette histoire. Et on termine avec une pépite que j'ai vraiment envie de continuer. Il s'agit du Monde de Meg Corbin de Anne Bishop, publié aux éditions Milady, un ovni de la Bidlit. Vraiment, si vous n'aimez pas la Bidlit, celui-ci pourrait vous plaire puisqu'on est beaucoup plus sur de la fantasy. Ici, l'histoire se passe dans un monde où il y a une guerre entre les humains et les autres. Donc les autres, c'est toutes les créatures surnaturelles, métamorphes, vampires, sorciers, etc. qui vivent dans ce monde-là. Mais donc il y a ceux qui se mêlent à la population humaine et il y a aussi les anciens, ceux qui restent beaucoup plus en retrait de leur terre, qui ont des pouvoirs énormes et qui contrôlent en fait un peu tous les autres finalement. C'est eux qui règnent sur l'ensemble. Le Monde de Meg Corbin, c'est le spin-off de Meg Corbin, donc je vous invite à lire la saga Meg Corbin avant, qui est une saga en 5 tomes, qui est une pépite à lire, vraiment gros coup de cœur pour cette saga, et je vous en parle pas depuis un moment, mais allez-y, foncez, lisez Meg Corbin, j'aime trop cette saga, c'est une pépite et j'aimerais beaucoup continuer à découvrir les mondes de Meg Corbin qui sont dans la même lignée, même si on ne suit pas le personnage de Meg auquel je m'étais énormément attachée, et ça c'est un peu pour moi le petit bémol des mondes de Meg Corbin, c'est qu'on arrête de suivre ce personnage. Mais en même temps c'est une histoire qui reprend tous les éléments que j'ai aimés dans Meg Corbin, puisqu'ici on va continuer à suivre le conflit politique entre les humains et les autres, et ce qui est très intéressant c'est qu'on le suit un peu de tous les regards finalement, et en même temps eh bien on va suivre surtout des personnages qui croient en un équilibre possible, en une cohabitation possible entre les différentes espèces, et qui vont essayer en fait de montrer que c'est réellement faisable, sauf que c'est pas si évident que ça, puisque avec le conflit politique qu'il y a en place, eh bien il y a aussi des complots, des meurtres, etc. Bref, plein de choses qui sont fourmontées qui font que ça leur met un peu des bâtons dans les roues dans leur conviction d'un monde idéal où tout le monde pourrait s'entendre. C'est une histoire que j'aime énormément, un univers qui me plaît trop, dans lequel on a à chaque fois un peu une genre d'enquête, un crime à résoudre, et puis en même temps beaucoup de questions de société finalement qui sont traitées ici. Mais c'est aussi une saga dans laquelle il y a quelques trigger warnings, surtout dans Meg Corbin. Je vous invite à les lire parce que je peux pas tous vous les dire, sinon je vais vous spoiler certaines choses, mais en tout cas on y parle beaucoup de scarification, alors qui est traité dans le sens où ça permet à Meg d'avoir des visions d'avenir, mais quand même ça reste un sujet sensible pour certaines personnes, et il y a d'autres choses encore, mais très difficile de vous en parler sans vous spoiler au moins les 3 premiers tomes. Donc je vous invite à les découvrir par vous-même ou à me poser la question en message privé si jamais ça vous intéresse. En tout cas, j'ai hâte de découvrir la suite de cette saga, de ce spin-off qui m'a beaucoup plu, même si j'ai eu du mal un peu à faire le deuil de la saga principale parce que j'ai beaucoup plus de mal à m'attacher à Vicky qu'à Meg, mais je pense que ça va venir dans le temps tout simplement. Et j'ai déjà les tomes 2 et 3 dans ma pile à lire, donc il serait temps que je m'y mette pour découvrir la suite de l'histoire. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura permis de voir où j'en suis dans mes sagas, celles qu'il me reste en cours. Bien sûr, elle complète toute la série autour de ces vidéos là que vous pouvez retrouver dans la playlist juste dans le petit i, et bien évidemment ce sont des sagas dont je vais continuer de vous parler dans les semaines, mois et même années à venir parce que je vais mettre du temps à finir certaines d'entre elles. Donc si jamais ça vous intéresse d'avoir mon avis sur la suite de cette saga, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour pouvoir suivre tout ça dans le temps. Et si jamais vous souhaitez soutenir mon travail sur cette chaîne, et bien n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Et dans les commentaires, je vous invite à me dire si vous avez lu certaines de ces sagas, ce que vous en avez pensé, bien sûr, mais aussi à me dire combien de sagas vous avez en cours. Pour ma part, j'en ai 23 du coup, ce qui est quand même énorme et plus que l'année dernière puisque j'en avais 19 l'année dernière et 11 l'année d'avant je crois bien. Bref, ça ne fait que monter. Pourtant j'en ai terminé beaucoup cette année, mais ça n'a pas suffi, surtout que je crois qu'à la différence des autres années, c'est que j'ai divisé mes sagas en cours de mes sagas à jour, et je crois bien que quand je disais que j'avais 19 sagas en cours l'année dernière, c'était 19 sagas à la fois en cours et à jour.
Mon Dieu, beaucoup trop de livres à lire, beaucoup trop de livres en cours de lecture, mais moi ça me dérange pas du tout d'enchaîner différentes sagas comme ça et d'attendre la suite des parutions. Alors oui, parfois j'ai envie de relire le tome, mais c'est pas grave parce que comme pour Crescent City tome 1, bah, j'ai préféré ma relecture au premier tome. Peut-être même que ça pourrait être un jour un sujet de vidéo où je vous parle de ces livres que j'ai pu préférer relire ou non d'ailleurs dans certains cas, parce que c'est toujours un petit peu à double tranchant la relecture finalement. Bref, en attendant la prochaine vidéo, je vous remercie grandement d'avoir regardé celle-ci jusqu'au bout. Je vous souhaite de très belles lectures, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!